et pense à t'abonner. Alors aujourd'hui, on part à la découverte de J.K. Rowling, comment elle arrivait à devenir la mère d'une histoire de sorcier mondialement connue. Mais avant de parler de J.K. Rowling, il fallait que je vous raconte comment se sont rencontrés ses parents, parce que rien que ça, c'est un début de livre ou de film. C'est dans un train qui les emmenait de Londres jusqu'en Écosse que ces deux parents se sont rencontrés. Imaginez-vous un train style vintage avec des vieux compartiments, des banquettes usées par les voyageurs. Déjà, ça vous parle un petit peu normalement. Du coup, ils étaient tous les deux à bord de ce train, parce qu'ils étaient tous les deux dans la marine et affectés en Écosse. Sa mère, elle était dans les Wrens, donc la branche féminine de la Royal Navy, et son père dans la Royal Navy. Et dans les années 60, pour faire ce voyage qui faisait un peu plus de 800 km, eh ben, il fallait ni plus ni moins que 9 heures. Voilà. Et oui, c'est le temps qu'on met maintenant pour presque traverser la planète. Chacun son époque. Du coup, on va pas se mentir, ça leur a bien laissé le temps de faire connaissance. Ils font tellement connaissance qu'ils finissent par se glisser tous les deux sous le même manteau et ils regardent le paysage défiler. Petite scène romantique, quoi. Et après, ils ont plus jamais reparlé. C'est faux, c'est clairement faux. C'est dans les mois qui suivent, leur relation, elle continue de grandir jusqu'au moment où ils décident tous les deux qu'ils voulaient être ensemble, mais pas dans la Royal Navy. Ça dégage. Et c'est comme ça que Pete et future Anne Rowling quittent la vie de la marine. Du coup, Anne et Pete, ils cherchent une petite maison à la campagne pour élever leur bébé. Parce que oui, c'est aussi une des causes de leur départ de la Navy, c'est que Anne, entre-temps, elle est tombée enceinte. Et pendant son service, à l'époque, ça posait un réel problème. Un problème d'une autre époque. C'est plus la nôtre. Donc Pete et Anne, ils finissent par s'installer à Yette, et Pete, il commence à travailler comme monteur à l'usine de Bristol, qui devient rapidement Rolls-Royce. Et pour ceux qui ne savent pas, Rolls-Royce, avant de faire des voitures qui coûtent le PIB d'un pays, il faisait des moteurs d'avion. Voilà, c'est posé. Bref, Pete, il va travailler comme un acharné, il va gravir les échelons jusqu'à devenir ingénieur agréé, et surtout sans études universitaires. Donc bravo Pete. Bon, quitte à s'épanouir dans la vie familiale, autant y aller à fond, et c'est comme ça qu'à l'âge de 20 ans, Pete et Anne, ils se marient. Ils n'ont pas le temps. Moi, à 20 ans, j'étais sur la Xbox en train de jouer à Call of. Mais bon, chacun son enfance. Ou son adolescence, plutôt. Du coup, le 31 juillet 1965, à l'hôpital de Yette, John Rowling est né. Et à ce qui paraît, c'était un petit bébé potelé et blond. Et si ça vous rappelle personne, c'est clairement Dudley. Petite anecdote, ses parents, à l'époque, ils espéraient avoir un garçon qu'ils voulaient appeler Simon John. Du coup, ils ont clairement beaucoup moins d'inspiration et elle s'appellera juste Joan ou Joanne. Mais nous, on va l'appeler Joan parce que Joan, ça fait anglais, c'est beaucoup plus stylé. Et d'ailleurs, quand je dis qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps. 2 ans plus tard, ils accueillent une deuxième petite fille, Diane. Anne, elle arrête de travailler temporairement, le temps de s'occuper de ses 2 filles. Et c'est pas anodin, parce que c'est Anne la première à leur transmettre l'amour des livres. Après, son père, il va aussi apporter sa pierre à l'édifice, par exemple quand il lira à Joan et à sa sœur Le vent dans les saules. D'ailleurs, ça sera sûrement un des piliers de son inspiration pour Harry Potter, même si je pense que sa vie, elle fourmille d'inspiration. Mais dans l'idée, le livre, il raconte l'histoire de Monsieur Rat, Monsieur Taupe, Monsieur Crapaud et Monsieur Blaireau. Et on retrouve quelques éléments qui peuvent être en lien avec Harry Potter, la personnalité de Monsieur Crapaud par exemple. Il est jovial, impulsif, très vaniteux. Ça ressemble bien à Gilderoy Lockhart, le sorcier clairement le plus vaniteux de l'histoire de l'humanité. Rien que ça. Dans ce livre, on retrouve aussi un endroit sombre où les personnages sont menacés, c'est le bois sauvage. Forêt interdite, bois sauvage, bon, pas besoin d'aller très loin, quoi. Alors, encore une fois, c'est des suppositions. C'est peut-être pas du tout ce qui a inspiré directement J.K. Rowling, mais ça aura sûrement un petit peu participé. Et cette passion des livres, elle amène très tôt Joan vers une passion et un rêve, l'écriture. À cette époque, il y a un auteur que Joan elle aime particulièrement, c'est Richard Scarry. C'est un auteur qui raconte des petites histoires éducatives avec des petits animaux. Et du coup, ça va inspirer Joan à noircir ses premières pages avec sa première histoire, le lapin. Cette première histoire, elle parle d'un lapin coincé chez lui à cause de la rougeole, et il a ses amis pour le soutenir. Et dedans, il y a une abeille géante appelée Madame Bee. J'ai kiffé l'abeille géante, désolé, je le pose. Prenez-le, c'est gratuit. Mais bon, tout ça pour dire qu'elle a inventé une histoire alors qu'elle avait 6 ans. Je sais pas ce que vous faisiez à 6 ans, mais moi je faisais des gâteaux de boue. C'est tout. Je sais même pas si je savais lire. Voilà.
Clairement, Joan, elle a l'esprit fertile, elle va continuer à écrire des histoires. Souvent, même quand on demande à sa mère où est Joan, elle répond dans sa chambre, en train de lire ou d'écrire des histoires. Et même quand elle sort dehors pour voir des copains, Joan, elle embarque tout le monde dans des petites histoires de sorcières, de sorciers, où elle invente des sorts, elle prend des balais dans des garages pour en faire des balais volants. Bref, elle est giga créative. Pendant l'enfance de Joan, la famille Rowling, elle va déménager quelques fois à la recherche d'un endroit paisible et loin des paysages de la ville, parce que bon, les blocos, c'est pas pour eux. Et dans un quartier où ils ont vécu, elle va avoir comme ami un certain Ian Potter. Je pense que ça parlera à tout le monde. Ça va. Elle va assurer plus tard qu'elle s'est pas servie de Ian comme modèle pour Harry Potter, mais par contre, elle a décidé d'utiliser le nom Potter au lieu du nom Rowling, parce qu'elle préférait carrément Potter, parce qu'elle a jamais été très très fan de son prénom, vu qu'il y a plein de petits qui utilisaient son prénom pour en faire des jeux de mots, par exemple Rolling Pin, qui veut dire rouleau à pâtisserie. Bon, j'avoue, il y a pire comme insulte, mais casse les couilles. Casse les couilles. L'enfance de Joan, elle va continuer d'être marquée par des personnes qui ont contribué à l'inspirer, comme une de ses professeurs qui était extrêmement stricte. Cette prof, elle va lui faire passer un test en début d'année pour justement la classer dans la classe en fonction de ses compétences. Ce test, ça l'a carrément marqué, et je pense que ça a un tout petit peu contribué à l'invention du choix-peau. Et je pense que cette maîtresse, elle a aussi inspiré quelques professeurs à Poudlard, comme Rogue ou McGonagall, qui n'étaient pas vraiment laxistes, on peut le dire, quoi. À ses 9 ans, Joan, elle perd sa grand-mère, Caitlin. Ce sera la première rencontre avec la mort, donc ça l'a pas mal marqué, d'autant plus qu'elle était hyper attachée à elle. D'ailleurs, elle lui rendra un petit hommage un peu plus tard dans sa vie. Mais vous verrez ça plus tard. D'ailleurs, il n'y a pas que cette grand-mère qu'elle adorait, ses deux grands-pères aussi, Stanley et Ernie, qui sauvent Harry dans le tome 3, ils portent les prénoms des deux grands-pères. Par contre, pour ce qui est de la grand-mère maternelle, elle n'était pas hyper cool. Du coup, dans son apparition dans les livres, elle est clairement moins sexy, mais elle est plus marquante, puisqu'elle a inspiré Joan pour son amour des chiens, qui passait clairement avant tout. Donc, petits enfants, l'amour des chiens, l'amour des chiens. Alors, je sais pas si ça vous dit quelque chose sur le personnage. Deuxième indice, elle gonfle comme un ballon. C'est la tante Marge. Elle est horrible. Et vous voulez savoir le meilleur? Eh ben, Joan continue d'écrire. Elle écrit Les 7 diamants maudits, un récit d'aventure, et c'est un peu un hommage à une autrice qu'elle aime beaucoup, Edith Nesbit. Autrice-auteur? Je sais pas, choisissez. Et en parallèle, ces lectures, elles continuent de venir un peu nourrir son esprit. Par exemple, elle lit des auteurs comme C.S. Lewis, l'auteur de Narnia. Pour ses 9 ans, sa mère lui donne le livre Le Petit Cheval Blanc de Elizabeth Goudge. Elizabeth Goudge, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, elle dira plus tard que ce livre, il a eu une influence directe sur Harry Potter. Celui-là, elle l'a dit. En bref, la jeune enfant, elle ressemble énormément à Hermione. C'est clairement la fille renfermée sur elle-même qui vit dans son monde de livres et d'histoires. À 13 ans, l'adolescence, elle frappe à la porte. Et Joan, elle commence à sortir des livres. Elle sort même de sa petite campagne anglaise grâce à un échange scolaire où elle va aller à Lille, en France. Parce qu'on va pas se mentir, où elle habite, pour une adolescente, ça ressemble à un no man's land. Il n'y a pas de cinéma, pas de magasin, pas de bar, rien pour s'éclater. Pas ouf. Mais il y a des changements. Elle passe de la petite fille seule à la petite fille rebelle qui écoute The Clash, elle se maquille comme elle a envie, elle fait rire ses copines avec ses histoires, elle tire les tarots, elle lit les lignes de la main, bref, elle se lâche. Joan, ou Jo, parce que ouais, maintenant elle a un petit surnom, elle évolue un petit peu comme un Pokémon, si je puis dire, elle devient de plus en plus populaire. Et elle se transforme un peu en la fille cool et belle de la classe. Elle est populaire et elle est pas mauvaise à l'école. Du coup, elle passe même déléguée de la classe pendant sa dernière année de secondaire. Ok, pour ceux qui savent pas, comme moi, le secondaire, c'est clairement la fin de la terminale. En fait, c'est les années de 11 ans à 18 ans, puisque l'école est obligatoire jusqu'à 18 ans. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair, sinon Google. Bref, c'est littéralement un succès, mais derrière succès, il se cache une autre réalité. Pour vous comme pour moi, la chute d'une éprouvette ou d'une tasse de thé, en général, on s'en tape. Mais pour Joan, c'est le début d'un douloureux souvenir. Alors qu'elle a 34 ans, la mère de Joan doit passer des examens médicaux suite à quelques problèmes. Un an plus tard, on lui diagnostique une sclérose en plaques. Alors, pour ceux qui savent pas, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui brouille les signaux qu'envoie le cerveau aux muscles. C'est très handicapant, ça peut être assez virulent, c'est une maladie méconnue encore en 2023,
Elle provoque des chutes, des grosses faiblesses, des grosses fatigues et la mort. Bref, c'est clairement pas ouf. Et la mère de John, ça a toujours été une personne très active, très joviale, et même avec la maladie. Mais au fur et à mesure que la maladie progressait, Anne a été de moins en moins souriante, moins joviale et beaucoup moins spontanée. Du coup, un peu comme Harry, pour John, l'école, c'est devenu un échappatoire. D'ailleurs, à l'école, elle s'épanouit à fond dans les langues, elle découvre aussi le théâtre, qui va clairement la fasciner. D'ailleurs, coïncidence ou non, il y a une pièce de théâtre qu'elle voit à l'école où le personnage principal s'appelle Hermione. D'ailleurs, sur sa dernière année, elle se fait un nouveau petit pote, c'est Sean Harris, avec qui elle s'entend direct de fou malade. Et parfois, avec Sean, ils prennent la voiture pour aller dans des endroits plus festifs. Clairement, ils cherchent les bars et les boîtes de nuit. Ni plus, ni moins. Et quand je vous dis que la vie de John est une mine d'inspiration, il faut m'écouter. La voiture de Sean, c'est pas n'importe quelle voiture. C'est une Ford Anglia turquoise. Et si ça vous dit rien, la voilà. Cette voiture, elle a permis à John de s'évader, comme à Harry de s'évader dans le tome 2. Et la maladie de sa mère, c'est sûrement ce qui a poussé John à fond dans les études, à faire rire ses potes, et à devenir populaire en gros. Mais bon, elle a beau être forte à l'école, elle se prend un stop par Oxford. À l'époque, les écoles comme Oxford, elles sont élitistes de fou. Et si tu viens du petit peuple, t'as aucune chance. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien, elle a pas eu besoin d'Oxford pour briller. Du coup, Joan, elle continue ses études à l'université d'Exeter, elle est loin de ses parents, elle goûte aux libertés, aux sorties. Clairement, elle est moins sur les études, elle est plus sur les potes et les sorties, quoi. En plus, ses parents, ils la poussent vers des études de français, alors que elle voulait faire de l'anglais, parce que son but, en fait, il a pas changé d'un poil, elle veut écrire. D'ailleurs, petite anecdote, pour valider son diplôme, elle doit faire un séjour en France. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à enseigner l'anglais à temps partiel dans une école française à Paris, et c'était pas la Sorbonne, c'était juste un lycée. Lequel, j'en sais rien, mais un lycée. Du coup, Joan, elle finit ses études, et vous savez ce qu'elle continue de faire? Lire des livres. D'ailleurs, il y a quelques auteurs qui continuent de la passionner. Un certain J.R.R. Tolkien qui a fait quelques bouquins. Pas fou, Le Seigneur des Anneaux. L'inspiration est là. Bref, du côté de sa mère, par contre, ça s'est aggravé de fou. Maintenant, elle doit se déplacer en chaise roulante quand elle est en dehors de chez elle et en déambulateur quand elle est chez elle. C'est pas fou, clairement pas fou. Mais bon, Joan, elle doit continuer sa vie, du coup elle va à Londres pour commencer sa vie active. Elle commence avec des petits boulots, un travail dans une maison d'édition par exemple, où elle a surtout appris à taper ses textes hyper vite. Elle fait aussi un petit tour à Amnesty International. Pour faire court, c'est une organisation qui défend les droits de l'homme. Elle va y rester 2 ans. Au bout d'un moment, ça va la saouler parce que personne prend son job à cœur et ça la saoule, clairement. Et pendant cette période, Joan a l'habitude de gribouiller des notes ou même des petits bouts de texte dans les bars. Et le mieux, c'est que pendant sa vingtaine, elle écrit 2 romans pour adultes qui sortiront jamais. Poubelle, ça dégage. On sait même pas ce qu'ils sont devenus. Bon, j'ai oublié de vous dire, à l'université, Joan, elle s'est fait un petit ami. À la fin de ses études, lui, il est parti à Manchester et elle est partie à Londres. Mais bon, la distance, c'est relou. Du coup, elle va le rejoindre et c'est la première grossière erreur. Du coup, elle va à Manchester, elle cherche un petit appart, mais elle trouve rien. Du coup, Joan, elle repart, et dans le train, elle regarde le paysage, elle est un peu deg, et c'est là que vient s'immiscer une petite idée. L'idée, je suis sûr que vous la connaissez, c'est un petit garçon qui serait transporté dans un train pour aller dans un internat de sorciers. La graine, elle est plantée, et l'esprit de Joan, il est à fond. Et sur le coup, elle a rien pour noter, du coup, elle va creuser autant qu'elle peut. Du coup, elle imagine, ce garçon, il reçoit une invitation pour aller à l'école de sorciers, il sait même pas qu'il est sorcier. Elle imagine toutes les rencontres que peut faire son petit personnage et elle imagine même à quoi peut ressembler l'école. Et à la fin de son trajet, il y a une flopée de personnages supplémentaires, par exemple Ron Weasley, qui a été inspiré par Sean Harris, son ancien pote, les fantômes de Poudlard, et il y a même Hagrid. À ce moment-là, il n'y a aucun des personnages qui a de nom, elle les a juste en tête, mais sans nom. D'ailleurs, petite anecdote sympa, les noms, elle les trouvera un peu plus tard dans des recueils de fables et d'expressions, et même dans un index géographique. Pourquoi pas. Par exemple, pour l'école, elle veut une scène écossaise parce que la rencontre de ses parents s'est faite en Écosse. Et ça l'inspire. Elle veut aussi un château. Du coup, elle fait un petit mélange de tous les châteaux qu'elle connaît et elle fait son château à elle. Au début, Harry Potter, c'était un peu un échappatoire à sa vie parce qu'on va pas se mentir, sa vie, elle est pas incroyable. Elle a fini par s'installer à Manchester et elle fait un boulot qui l'intéresse pas du tout. Ses notes, c'est un peu un autre monde qui est carrément mieux que sa vie. Donc les mois passent et elle avance petit à petit sur son livre.
Elle décide qu'il y aura 7 tomes, un livre par année d'école. Elle trouve un petit nom à son héros. Il s'appellera Harry et Potter, parce qu'elle aimait bien le nom de son ami d'enfance. Voilà. Petit à petit, brique par brique, elle va trouver plusieurs noms pour tous ces personnages qu'elle va collectionner dans une boîte à chaussures. Le rangement est idéal. J'espère que personne ne passe par là pour jeter la boîte à chaussures, quoi. Et personne ne l'a fait d'ailleurs. Malheureusement, la vie réelle va vite la rattraper parce qu'au matin du 1er janvier 1991, Joan reçoit un coup de téléphone pour lui dire que sa mère est morte. Elle avait 45 ans, ça faisait 10 ans qu'elle se battait contre sa maladie. Ça fait mal. En plus, elle l'avait vue pour la dernière fois à Noël, un peu fatiguée et diminuée, mais elle pensait pas un seul instant que ce serait la dernière fois qu'elle la verrait. Du coup, après l'enterrement, elle retourne à Manchester, le moral clairement dans les chaussettes. Sa vie, elle va nulle part, son couple, il part en cacahuète depuis un moment. Il y a même un soir, elle se casse à l'hôtel après une discute. D'ailleurs, ça a donné quelque chose, puisque à ce moment-là, elle était seule dans la petite ville de Didsbury. Et quoi de mieux que de s'amuser à imaginer un sport pour les sorciers, et c'est comme ça qu'elle pense au Quidditch. Voilà. Il faut plus de discutes, John. Vraiment, plus de discutes. D'ailleurs, Didsbury, ils l'ont échappé belle parce que ça a bien failli devenir le prénom de Dudley. Mais bon, pas cool d'associer cette ville à une famille fumeuse d'aigris, quoi. Du coup, Dudley, ça sera juste l'allitération du nom Dursley. Et si vous savez pas ce que c'est une répétition des consonnes dans une suite de mots. Voilà. J'ai pas plus de détails. Bref, quelques semaines passent, l'appart de Joan, il est cambriolé, il y a certains des souvenirs de sa mère qui sont volés, et là, c'est la goutte d'eau. Elle est au plus bas, elle en a ras le cul, et ce qui est horrible, c'est que dans son malheur, il en est sorti des chapitres assez beaux, comme le chapitre du miroir du Riséd, où Harry, il voit ses parents dans le miroir, qui lui sourient et pleurent en même temps, ou simplement le fait que Harry est orphelin, parce que Joan, elle s'est sentie un petit peu orpheline au moment de la mort de sa mère. Et d'ailleurs, pour finir, un des plus bels hommages et les plus marquants qu'elle aura fait à sa mère, c'est que Harry ne peut pas être tué par Voldemort à cause de l'amour de sa mère. Mais bref, c'en est trop pour elle, du coup il est grand temps de se barrer très loin, prendre l'air, c'est ciao. Un jour, Joan, elle lit le journal et bam, elle tient son échappatoire. Dans le journal, il y a une petite annonce pour être professeur d'anglais à Porto, au Portugal. Elle envoie direct son CV, sa lettre de motivation, et elle est prise. Du coup, elle prend ses petites notes sur Harry Potter, sa valise, et c'est ciao. Elle arrive sous le soleil de Porto, on l'installe direct avec un appartement avec d'autres professeurs, et à son plus grand bonheur, c'est des femmes d'à peu près son âge. Ça va être top. Les 3 filles, parce qu'elles sont effectivement 3, elles deviennent amies, et tellement amies que ces 2 copines ont eu le droit à une dédicace dans Harry Potter, le tome 3, où J.K. Rowling dédie son livre à Jill Prewitt et Annie Kenny, je sais pas si je le dis bien, aux marraines du swing. D'ailleurs, petite anecdote, le swing, c'est pas un mouvement de danse. En l'occurrence, là, c'est une boîte de nuit à Porto. Voilà, je pose ça là. J'aime les petites anecdotes, ça me régale. Et pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Elle donne des cours de 17h à 22h. La journée, elle file dans son café fétiche, le Majestic. Elle gribouille des petites illustrations, des petites notes. Elle réécrit ses petites notes et ses petites illustrations dans la salle info de l'école. Tout est nickel. Au bout de 5 mois, elle rencontre un jeune homme, étudiant en journaliste, Jorge ou Georges. Jorge, c'est mieux, hein. Bref, ils se parlent littérature, ça match de fou, ils finissent ensemble. Et les choses vont vite. Joan, elle tombe rapidement enceinte et elle fait une fausse couche. Tu sens que, déjà, c'est pas ouf. Mais bref, ils continuent leur vie ensemble, mais de plus en plus, ça pue. Ça pue tellement qu'une fois, il y a une scène de ménage entre les deux et les flics interviennent. Déjà, une scène de ménage où les flics interviennent, ça pue de fou. Mais bon, ils passent au-dessus de ça, ils se marient quelques temps plus tard, mais la cérémonie est un peu à l'image du couple, pas ouf, il y a personne, pas de lune de miel, pas de super robe, et sur les photos, si t'enlèves les sourires, on dirait un enterrement. C'est tellement pourri que dans Harry Potter, on retrouve une prédiction du professeur Trelawney à Lavande Brown qui dit « Ce que vous redoutez le plus se passera le vendredi 16 octobre ». Plus tard dans le bouquin, on apprend que le vendredi 16 octobre, le lapin de Lavande Brown, il s'est fait tuer. Et là, vous vous dites « Mais qu'est-ce que tu me parles de lapin et de prédiction ?» Eh bien, figurez-vous que le mariage de Joan et de Jorge s'est passé un vendredi 16 octobre en 1992.
Coïncidence? Je ne pense pas. Mais bon, quelques semaines plus tard, elle retombe enceinte. Mais ça pue! Tu sens pas, ça pue! Pendant sa grossesse, Joan, elle s'isole de plus en plus. Elle se plonge corps et âme dans Harry Potter, et elle commence même à perdre du poids. Ce qui, pendant une grossesse, c'est pas forcément bon signe. Mais bon, elle donne naissance à sa fille le 27 juillet 1993, il l'appelle Jessica, et même sur le prénom de leur enfant, ils sont pas d'accord. Pour Jorge, Jessica, c'est un hommage à la Jézabel biblique, une princesse, bref, on s'en fout. Et pour Joan, c'est une référence à Jessica Mitford, qui était une auteure qu'elle a adorée, qu'elle a admirée de fou malade. Le temps passe encore, et le couple est de plus en plus mal. Jorge, il revient de son service militaire, il se retrouve sans emploi, le frérot, il a pas de thune, c'est Joan qui subvient aux besoins de la famille, et ça fout la merde. Et ça fout tellement la merde qu'en 1993, il y a une dispute bien vénère qui éclate entre Jorge et Joan, tellement qu'il la traîne dehors et il lui met une claque de forain. Et il en a plus rien à foutre. La scène, elle est tellement choquante que l'Express, un journal quotidien de là-bas, il écrit un article dessus, pour une scène de ménage. Drôle de façon de passer dans le journal. C'est chaud, là. Et le problème dans cette histoire, c'est que la fille de Joan, elle est encore avec lui. Et elle est dehors. Du coup, elle va trouver tous les stratagèmes pour qu'il lui rende son enfant. Pas du tout. Pas du tout. Technique de base, elle y va avec la police pour lui faire peur, et elle crie en répétition de lui rendre son enfant jusqu'à ce qu'il accepte. Zéro strat. Mais ça paye. Ça paye de ouf. Bref, une deuxième fois, c'en est trop pour elle. Elle prend son enfant, elle passe chez ses amis. Au bout de 2 semaines, elle se casse de ce pays de mort. Et elle retourne chez les Anglais. Une fois de retour en Angleterre, elle va direct auprès de sa sœur, qui entre-temps a fait sa vie à Édimbourg, donc direction l'Écosse. Et petite note positive, pendant les retrouvailles, Jo, elle va montrer les débuts de Harry Potter, et là c'est la révélation, sa sœur est complètement fan. Et bordel, c'est enfin du positif, et c'est une bonne piste ce bouquin, c'est une bonne piste. Mais bon, ça fait plus de 3 ans qu'elle taffe dessus, elle est à peine à 3 chapitres, et c'est pas ce qui va la nourrir, ni sa fille, ni elle. Joan, elle est forte et indépendante, du coup elle se dit, pas besoin d'embêter les autres, je vais me démerder toute seule, ça va le faire. Grossière erreur. C'était sans compter sur l'administration en Angleterre, qui t'aide, mais il faut s'accrocher. Elle doit raconter son histoire avec Jorge, qui, on va pas se mentir, est à chier, donc un peu flemme de se la remémorer, et elle doit la raconter avec plus ou moins de détails, à beaucoup trop d'inconnus, ce qui est le meilleur moyen de prendre pleinement confiance en soi, déjà, hein. Vraiment, c'est faux, c'est clairement faux. Et elle a littéralement déballé sa vie devant des gens random pour décrocher, accrochez-vous bien, le pactole de 69 livres par semaine, soit 80 balles par semaine, pour régler toutes les factures. Pour elle et son enfant, on peut dire que c'est le jackpot. Le jackpot! Non, 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 non. Mais bon, elle continue à s'accrocher. Elle trouve un appart pour elle et sa fille, même si c'est clairement un toit à rats, il n'y a pas de chauffage, elle vit avec la famille de Monsieur et Madame Souris. Et quand je dis Monsieur et Madame Souris, c'est clairement un bon gros troupeau de rats, hein, voilà. Mais c'est une battante. Elle lâche pas l'affaire, elle harcèle les agences pour trouver un appart plus décent pour sa fille et pour elle, jusqu'au jour où sa technique, elle paye, la technique de l'insistance, les gars. Rappelez-vous-en, ça fait 2 fois qu'elle marche. Elle trouve enfin un appartement dans un quartier un peu plus calme, sans Souris, mais toujours sans chauffage, pas de chauffage. Mais elle commence à remonter tout doucement la pente. Mais la vie, elle veut pas la lâcher comme ça, donc elle doit élever sa fille toujours toute seule, ce qui est un peu compliqué. Et pour rien arranger, il y a Jorge qui fait un passage éclair en Angleterre. Et quand je dis éclair, c'est clairement éclair, parce que Joan, elle lui laisse pas le temps de faire quoi que ce soit, elle utilise la loi pour lui interdire d'approcher. Du coup, il repart illico au Portugal, ça dégage, une bonne chose de faite. Et c'est une période extrêmement dure pour Joan, à tel point qu'elle se sent un peu comme aspirée par un trou noir qui lui donne l'impression qu'elle retrouvera jamais la joie de vivre, elle a vraiment zéro espoir, c'est un peu comme si elle était anesthésiée. C'est le fond du gouffre, quoi. Mais vous savez ce qui est fou, c'est que de ça, elle en tire quelque chose. Vous connaissez les détraqueurs? Vous savez, le truc qui aspire la joie de vivre, tout ça? C'est un truc de ouf. D'ailleurs, une nouvelle anecdote, ça fera partie des 2 choses qu'elle a mis de plus personnelles avec le miroir du reset. Mais bon, ça fait 9 mois qu'elle est partie du Portugal, elle demande le divorce pour
bien dégager Jorge de sa vie. Et à partir de ce moment, Joan, elle reprend un peu goût à la vie. Par chance, son beau-frère, il va ouvrir un café situé à une trentaine de minutes de chez elle. Et il y a son rêve qui est encore là sur des pages. Rappelez-vous. Mais écrire toute seule, dans son appart, Joan, elle sait pas faire. Par contre, écrire au milieu des gens, là où elle se sentira pas toute seule, là c'est son game. Du coup, dès qu'ils ouvrent le café, elle négocie un maximum pour pouvoir rester dans le café, sans pour autant payer plein de café. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve plusieurs fois par semaine à marcher une demi-heure avec sa poussette pour aller au Nicholson, au cas où c'est le bar que son beau-frère vient d'ouvrir. Et c'est comme ça qu'elle va se retrouver plusieurs fois par semaine à marcher une demi-heure avec sa poussette pour aller au Nicholson, au cas où c'est le bar que vient d'ouvrir son beau-frère. Voilà. Et parfois, elle marche même un peu plus pour que Jessica, sa fille, elle s'endorme profondément. Et c'est à ces moments-là que Joan, elle retrouve un peu sa vie. Elle est assise au bar, sa tasse de café fumante, une légère animation autour d'elle, et face à elle, son livre qu'elle peut griffonner autant qu'elle veut. À cette époque, Joan, elle reprend vraiment petit à petit le dessus sur sa dépression, parce que clairement, on peut le dire, elle faisait une gigantesque dépression. En même temps, avec tous les trucs qu'elle s'est pris dans la gueule, je pense que c'est normal. Mais là, ça y est, elle est en ordre de bataille, elle avance, elle trouve un petit job de secrétaire, puis elle passe des examens pour devenir enseignante, et elle reprend ses études. Elle y va à fond, là. Et pendant tout ce temps, l'administration anglaise, elle l'aide à fond. C'est encore faux. Ils sont juste là pour lui dire qu'elle s'occupe beaucoup trop bien de sa fille, et que du coup, elle n'a pas le droit de mettre Jessica à la garderie. Du coup, tu remontes la pente, mais c'est sans nous. Et pour en finir avec Jorge, de 95 à 96, elle obtient que Jorge n'a plus jamais le droit de l'approcher, et dans la foulée, le divorce est prononcé. Ça dégage. Les mois passent, et Joan, elle est étudiante enseignante, elle a fini son script, et il est temps de l'envoyer à un agent. Le premier, il va refuser direct. Même pas d'hésitation, c'est cache-pistache, c'est ciao. Alors elle va se tourner vers une autre agence, l'agence Little, et là, c'est jackpot. Le livre, il fait fureur de ouf, et en peu de temps, elle signe un contrat avec eux. D'ailleurs, ça a été en grande partie grâce à une femme qui s'appelle Byrony, qui travaillait là-bas à l'agence à ce moment-là, et qui, malgré le fait que l'agence ne fasse pas de livre pour enfants, elle a poussé le script, et elle a fait en sorte que tout le monde lise le script dans l'agence. Du coup, merci Byrony, parce que les livres, ils étaient incroyables, et bordel, quel univers. Petite anecdote encore, Joan, elle rencontre un peu plus tard un des fondateurs de l'agence, et pendant un déjeuner, il va lui dire... Joe, vous ne ferez jamais d'argent avec des histoires pour enfants. Pépite, le mec, pépite. Lui, c'est le meilleur visionnaire de l'histoire de l'humanité. Puis c'est clairement ce qu'une personne en galère a envie d'entendre. Mais Joan, elle s'en fout. Elle continue de s'arracher, elle finit ses études d'enseignement. Dites-vous que, en gros, elle était tellement bonne en prof qu'elle a même inventé des jeux de cartes pour apprendre aux élèves à parler français. C'est quel genre de prof? Ça n'existe pas. Bref, pas de mystère, elle a son diplôme. Voilà, trop forte la fille. Donc là, si on récapitule, elle est à deux doigts d'avoir son livre publié et posé dans des librairies. Elle sort de la misère, elle obtient un diplôme, elle n'a plus qu'à attendre qu'une place d'enseignant s'ouvre. C'est clairement une remontada phénoménale, on peut le dire quand même. D'ailleurs, le poste d'enseignant, elle finit par l'avoir dans une école à 500 mètres de chez elle. En parallèle, elle continue d'écrire, elle commence le 2e tome de Harry Potter, et son premier livre, il sort enfin. Il sort au nom de J.K. Rowling. Parce qu'à l'époque, il y a une étude qui montre que les enfants qui lisent des livres, chez les filles, il n'y a pas de distinction entre les auteurs. Par contre, chez les garçons, si c'est une femme, si l'auteur est une femme, ils lisent moins. La misogynie à 5 ans, va falloir se calmer les gars, faut se détendre. Du coup, avec son agent, il trouve rapidement l'idée des initiales, mais J. Rowling, c'est pas ouf. J.R. Rowling, ça ressemble beaucoup à J.R.R. Tolkien. Elle rend hommage à sa grand-mère, Kathleen, et elle devient J.K. Rowling. Et en plus, ça claque de ouf. Le 26 juillet 1997, Harry Potter est publié. Ça fait 7 ans que Joe a eu l'idée, et c'est là maintenant que son travail, ses inspirations, d'ailleurs ses galères aussi, ils sont imprimés en 500 exemplaires. Putain, c'est une émotion de malade, quoi. C'est une émotion de fou malade. Et pas manquer, Joe, elle est excitée de fou. Elle se balade dans les Édimbourg avec son livre, dans les bras, et c'est la consécration. C'est la consécration. Mais bon, la vie continue, et certes, elle a publié son livre, mais elle est enseignante, et son métier, il est pas stable, et son livre, pour l'instant, il rapporte
que dalle. Et là, ça manque clairement d'argent par ici. Là, l'argent, hein, il need money, need money. Un jour, par chance, elle tombe sur une bourse pour les jeunes auteurs. Elle pose sa candidature. Elle fait une 40aine de pages du Harry Potter à l'école des sorciers. Et on lui file 8000 balles, direct. Ça commence à sentir bon, là. Là, tout à l'heure, ça puait. Là, ça sent bon, là. Elle prend les 8000 balles et elle s'achète direct un truc pour le traitement de texte, pour aller plus vite. Parce que c'est pas le tout, mais elle a encore 6 livres à faire. Je rappelle qu'elle avait prévu 7 livres. Et en plus, elle a déjà tout structuré, elle a classé ses notes sur les livres, elle a le parcours des personnages, elle a rien laissé au hasard. Elle vit son rêve et elle le vit à fond. Quelques jours plus tard, la sortie de Harry Potter, les droits du livre aux États-Unis, ils sont mis aux enchères à New York et ils se vendent 100 000 boules. C'est énorme. Pour les droits d'un livre d'un auteur qui n'est pas connu, c'est énorme. Et vu qu'un Américain achète les droits d'une auteure méconnue pour 100 000 boules, bah ça attire les foules. Tout le monde veut savoir ce qui se passe en fait. Et l'histoire de Joan, elle ressort. La mère célibataire avec trop peu d'argent, qui a écrit un bouquin dans un café pendant que sa fille dort. Les journalistes, ils kiffent ça. Du coup, ça fait des recherches sur elle, les gens veulent des interviews, bref, c'est la foire. Le livre, il se place direct en 135e best-seller, mais Jo, elle aime pas trop être l'attention du public, elle veut qu'on lui foute la paix, et elle continue d'écrire. Elle s'en fout, elle fonce, elle fonce, elle fonce, elle fonce. Et 2 semaines après la publication du premier roman, elle donne déjà le 2e manuscrit, de son 2e roman. Elle a pas le temps. Elle vit son rêve, elle a pas le temps, elle écrit, elle aime écrire. Mais bon, les gars, elle charbonne, mais elle est où la thune? Parce que c'est pas le tout, mais au moment où le 2e livre il sort, donc 1 an après que le tome 1 est sorti, qui s'est entre-temps placé meilleure vente en Angleterre, et qui en est pas sorti jusqu'à l'arrivée du tome 2, et ben elle a gagné, attention, 2800 livres. Pour donner un petit aperçu, la première année, son livre, il s'est vendu à 70 000 exemplaires. Alors, je sais pas, mais ça met longtemps pour arriver à l'argent sur un auteur. Hein. Ça met très longtemps. Mais bon, les gars, elle a quand même les thunes des droits américains. Donc, elle se fait son premier gros plaisir. Elle déménage de son quartier un peu pété, où on a essayé de rentrer chez elle par effraction. Il est temps de se barrer, quoi. Elle va finir dans un petit quartier plus tranquille, où elle va s'intégrer tranquillement à la communauté, sans bien évidemment dire que c'est J.K. Rowling, parce qu'elle commence à être une auteure un peu à succès. Et d'ailleurs, en parlant d'auteur, elle finit par être auteure à temps complet. Et 2 ans après la publication de son premier roman, Joan devient millionnaire. Voilà, c'est là l'argent, il est venu, il est là. Et la jeune fille qui souhaitait seulement écrire a maintenant réalisé son rêve. Et en plus, elle gagne plutôt bien sa vie quand même. Hein. La suite, on la connaît. Elle crée une histoire qui s'est vendue à des millions d'exemplaires. C'est une des femmes les plus connues du monde. Et elle donne une leçon de vie à tout le monde. De l'appart miteux à toutes ces histoires de merde, elle en a fait une dinguerie. C'est une histoire de fou. Je trouve que c'est une histoire, elle est incroyable. Elle démontre de ouf qu'il faut jamais abandonner, qu'il faut y croire à fond, qu'il faut rien lâcher, et on y arrive. Ou pas. Mais elle y est arrivée. Je ferai peut-être une suite avec quelques petites anecdotes par rapport à Hollywood, parce qu'il y a eu quelques petites anecdotes, et vu qu'on aime bien les anecdotes sur cette chaîne, pourquoi pas une petite suite en short où on verra. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve une prochaine fois, à la prochaine.